que j'aime bien tout ce qui a du sens et j'ai toujours cherché à voir les coulisses des choses, etc. Et je me suis aperçu de la crise écologique, etc. Il y a quelques années. Et du coup, j'ai adapté aussi mon parcours d'études en fonction de ça. J'ai un peu côtoyé les associations, j'ai suivi l'actualité, etc. Et je vois qu'au contraire, malgré les signaux qui sont de plus en plus alarmants, et notamment par la science, on s'aperçoit que les actions sont de plus en plus incohérentes avec la réalité et que les modes d'action, on va dire traditionnels, manifestations, engagement militant et tout ça, n'ont pas vraiment ont servi un temps, ont permis certaines choses, mais maintenant sont arrivés à leurs limites et ont besoin d'un renouvellement, peut-être pour que le front militant et de changement reprenne du vif, quoi. Elles sont utiles parce qu'elles permettent aux gens de voir qu'ils ne sont pas seuls, de créer des énergies, etc. Mais on sait que c'est pas suffisant et que parfois ça crée un écho médiatique, parfois non. Il y a eu les marches pour le climat, pour moi ça a quasiment pas été couvert ou juste sur la forme en disant il y a eu tant de personnes, mais après rien de plus. Et après la question c'est surtout de savoir comment rendre cette nouvelle énergie efficace, efficiente et la rendre, lui donner une autre perspective, parce que maintenant on sait que les associations elles sont vraiment dans le mal à cause de la baisse des dons, de la suppression de l'impôt sur la fortune, de la suppression des emplois aidés, des contrats aidés et de la diminution de l'engagement bénévole des gens. Ça mène à une précarité acerbe, même la réduction des subventions aussi. Donc tout ça fait qu'en fait on a besoin d'avoir plus d'impact avec moins de gens, moins de moyens, moins de temps. Et donc ça nécessite de repenser les modes d'action et voilà. Puis sans compter l'urgence écologique, on sait que chaque instant qui passe, c'est d'autant plus d'écosystèmes et de temps détruits et de temps perdu, en fait, qui vont nécessiter une énergie et un effort et une souffrance supplémentaire dans la résolution de ces problèmes et qui sont même déjà inestimables, mais qui sont infiniment plus grands que le profit qu'on fait à la seconde où on n'agit pas. C'est le coût de l'inaction qui est connu depuis plusieurs décennies et qui n'a pas fait bouger d'un iota les politiques et les décisions, quoi. Je pense qu'elles sont utiles dans le sens où elles permettent de rassembler des gens et de créer du lien et du débat et de la controverse avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas habituellement, et de rendre aussi visible et de mettre dans la rue des questions qui ne seraient pas apparues, justement, comme le disait mon ami, dans les médias, parce qu'ils ne sont pas couverts. Et du coup, réinvestir la rue, ça permet de dialoguer directement les gens. Et moi, je pense que si chacun se met, si soi-même on est inconvaincu et si soi-même on se met à convaincre 2 ou 3 personnes de l'utilité de ce qu'on fait, ça permet déjà énormément de changer le monde. Après, je pense pas non plus qu'il faut non plus se reposer sur les manifestations, les marches, le tissu associatif ou même les partis. Il faut ne pas du tout attendre les consignes. Et je pense que c'est un peu le manque qu'il y a dans les associations, où on est plus... les associations aimeraient, les manifestations aimeraient voir les gens se rassembler dans leur rang, c'est utile. Mais je pense que l'action concrète, locale et directe surtout, est essentielle avant toute chose. Je promeut toute action, tout ce qui vise à changer le monde positivement est bon à prendre. Je pense qu'on a chacun ses compétences. On peut faire du tractage, de la désobéissance civile. On peut faire une entreprise qui va rentrer totalement en rupture avec le marché et faire de l'économie sociale et solidaire. On peut faire une association, on peut faire, à mon avis, il y a une infinité d'actions qui sont possibles. À tous les niveaux, individuels ou des organisations, à tous les endroits, à tous les moments de la journée, on peut avoir une action. On peut avoir une façon de rendre son action et son existence un peu plus compatible avec un futur souhaitable et viable
écologique et c'est politique. Et après, ces formes d'engagement sont très complémentaires. Je pense que les associations aussi constituent un acquis vraiment précieux pour même les nouveaux modes d'action comme la désobéissance civile non violente. Je pense que c'est une évolution, c'est quelque chose de très... Il ne faut pas opposer les deux. Les manifestations, c'est important, mais peut-être que tout ce qui est militantisme associatif, civique, il s'est un peu rendu compatible avec le système, ou alors le système a réussi à les internaliser de façon à ce qu'elles n'aient pas d'incidence menant à une inflexion qu'eux ne souhaitent pas. Et en fait, ces nouveaux modes d'action s'adaptent aux pénuries de moyens et aux adaptations stratégiques aussi des adversaires de nos luttes, quoi. Donc il faut jouer sur tous les terrains. Je pense que les manifestations aussi, comme tu disais, ça a un rôle de cohésion, d'affichage sociétal d'une volonté commune de changement. Et l'action, la désobéissance civile non violente, parfois, elle peut mener à de l'incompréhension ou à des réactions. Moi par exemple, je suis dans un compost de quartier. Y a des gens qui passent et qui trouvent que ça pue, qui sont contre ça par principe parce que ça prend de l'espace public, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été voté, ça n'a pas été. Et il y a besoin de communiquer, d'afficher la cohésion, qu'il y a d'autres imaginaires qui sont possibles et qu'il faut les discuter, les mettre en débat et montrer que. Et rendre vraiment fertile tous les imaginaires des gens. Parce que maintenant, il y a même des gens qui ne croient plus dans le système actuel, mais qui ne seraient pas capables de proposer une alternative ou qui n'auraient pas de propositions au-delà de leurs propres préoccupations personnelles de leur quotidien. Donc c'est important de montrer que l'imaginaire des gens va au-delà de leur quotidien, de leur personne et de leur intérêt personnel, quoi. Il y a un point, c'est la nécessité absolue quand même d'une convergence, malgré la question de oui, il ne faut pas attendre les consignes. Je ne retourne pas ce que j'ai dit précédemment, mais je pense qu'il faut aussi absolument une convergence des luttes, de toutes les luttes, parce que de toute façon, une somme d'actions individuelles ne fait pas un collectif, et même une somme de collectifs, ça fait une collection, ça fait pas un mouvement d'ampleur. Il faut réellement une convergence. Moi, ce que je trouvais assez beau dans les différentes manifestations que j'ai vues à la fois chez les Gilets jaunes, pour la Marche du siècle, et aussi le 8 mars lors de la Journée de la femme, c'est que de plus en plus, on voit, et les rêves étudiantes aussi, c'est qu'on voit de plus en plus des revendications qui se mélangent, qui se confondent, des intérêts communs qui deviennent de plus en plus porteurs. Je pense qu'il ne faut absolument pas non plus se diviser, rentrer dans l'action aussi totalement individuelle. D'où l'intérêt de la manifestation, mais sans attendre les consignes, que ça soit qu'on avalise des choses. Et je trouve ça. Il y avait une très belle pancarte que j'avais vue, c'était par exemple écologie les jaunes. Il y avait un mélange du mot écologie et gilet jaune sur une même pancarte, quelqu'un qui portait un gilet jaune et un ruban vert, et des slogans aussi fin du monde, fin du mois, même combat. Et je trouve ça assez intéressant, puisque quand on va à la cause des causes, en fait, on remarque que il y a des symptômes qui se traduisent différemment. On a des gens qui veulent devenir des majeurs politiques, par exemple les gilets jaunes avec la question du RIC. On a des étudiants qui sont en grève pour le climat ou qui veulent devenir consommateurs, donc qui veulent aussi devenir des majeurs économiques. Mais on voit que la cause des causes, c'est quand même le système capitalisme et sa subversion, comment on le subvertit. Et moi personnellement, je suis un militant du salaire à vie ou du salaire à la qualification personnelle, les théories de Bernard Friot. Je trouve de mon point de vue que c'est une possibilité intéressante pour subvertir le capitalisme et donc de ne pas foncer tête bêche dans le mur de la catastrophe bioclimatique. Après, je suis aussi là pour débattre, pour voir les limites et confronter les idées et pour voir jusqu'à quel point c'est possible et en fait se confronter à la question de la réalisation de ce qui est pour l'instant relativement théorique et de voir comment ça se transforme en mesures concrètes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de bien dans la rue, c'est qu'on peut débattre et du coup voir quelle est la possibilité concrète de nos idées. Bon, j'ai une formation à la base en biologie et j'ai regardé récemment un reportage sur Arte sur la conscience
et le décryptage scientifique de la conscience. Et en fait, c'est quelque part notre interprétation de notre cerveau, de tous les signaux extérieurs qu'on a à travers nos cinq sens. Et c'est une mise en récit de tous ces signaux-là qui a un sens aux seuls yeux de la personne qui vit qui perçoit ces choses. Et donc c'est à la fois les perceptions du monde extérieur, mais aussi de son propre intérieur, hein, de son corps, de sa douleur, de son confort, du chaud, du froid, etc. Et en fait, le cerveau peut être soit, pour simplifier, dans un état conscient, éveillé, etc. Il y a différents niveaux de conscience, ou dans le sommeil. Et quand le cerveau est très conscient, les scientifiques observent qu'il y a des échos dans le cerveau d'activation de neurones qui sont beaucoup plus importants que dans les états inconscients. Et ils disent que ça peut être par analogie comme un écho dans une cathédrale. Ça va avoir des motifs de répercussion très spécifiques et reproductibles. Et moi j'ai l'impression que justement les gilets jaunes, cette rythmicité des manifestations tous les samedis qui ne diminue pas, qui évolue aussi dans leur forme selon les adaptations aussi des réponses du gouvernement, des réponses souvent sécuritaires et répressives. Moi j'ai l'impression que c'est la conscience de la société, c'est une société qui se réveille et qui cherche une nouvelle mise en récit par rapport à une société qui a perdu tout son sens. Maintenant on vit pour vivre, on travaille pour manger, on mange pour travailler, mais il n'y a plus de sens métasociétal de notre rôle individuel, de notre contribution à bâtir une société qui nous correspond, etc. On ne peut pas bâtir une société qui corresponde exactement à tout le monde, bien sûr que non. Mais en l'occurrence, elle n'a de sens pour quasiment personne. Et pour le peu qu'elle a du sens, ils sont obligés de mentir pour faire valoir leurs faux idéaux. Et ce qu'on peut même faire passer maintenant pour des utopies, parce qu'ils sont passés dans le camp des rêveurs qui croient qu'on peut encore aller dans la croissance infinie, etc. Et la conscience, c'est aussi qu'elle ne peut pas ignorer les perceptions, c'est-à-dire qu'il va y avoir le toucher, la vision, etc. Elle fait une combinaison de tous ces sens, et même si elle les pondère certainement, elle ne peut pas faire abstraction totale d'une perception. Et s'il y a une douleur au bout d'un orteil, ben quelque part, au début, la conscience, elle pourra toujours dire bon allez, ça va passer, on va trouver un antidouleur, etc. Mais si au bout d'une semaine, cette douleur elle est toujours là et qu'on ne sait pas pourquoi, ou qu'on sait mais qu'on préfère se dire que ça va passer, au bout d'un moment, le doigt de pied, soit ça il va falloir l'amputer, soit ça va être la gangrène et tout le corps et le corps n'y a pas du tout intérêt. Donc c'est une analogie pour dire qu'il y a un gros déni. Qui est intentionnel ou pas, c'est difficile à savoir, mais en fait la conscience elle est du côté des gens qui manifestent et qui savent pourquoi ils sont là et qui dépensent de leur énergie et de leur temps à faire valoir le sens de leur perception de la société face à des discours qui sont totalement abstraits, qui n'ont plus qui sont plus du tout en lien avec la réalité et dont on peut faire l'interprétation qu'on veut en fait, qui a peut-être du sens pour des gens très épars dans la réalité, mais des gens parsemés par-ci par-là, mais qui ne fait pas cohésion sociale. Ce qu'on avait pu peut-être observer à l'après-guerre, c'est il fallait reconstruire, il fallait bâtir une société qui soit résiliente, qui réponde aux besoins actuels, donc création de régulation du temps de travail, droits des femmes, etc. Aujourd'hui, c'est l'utilitarisme absolu qui n'a même plus de sens humain. C'est-à-dire, au-delà des considérations écologiques qui sont bien sûr primordiales, il n'y a même plus de... par exemple, l'ONU, je crois, ou même l'OMC dit que le travail ne doit pas être une marchandise. Maintenant, le travail est une marchandise. On voit bien libéralisation de la société, on laisse penser aux gens qu'ils ont le pouvoir, la liberté, en se faisant appeler auto-entrepreneurs, alors qu'en fait, ils sont juste des travailleurs déguisés. Ça invisibilise ce qu'on appelle la lutte des classes, et du coup, ça dépolitise de façon artificielle et superficielle tous les discours du gouvernement. Ça dépolitise les décisions économiques. On dit c'est le bon sens économique, c'est le bon sens parce qu'on fait croire que la science économique n'est pas une science sociale, que c'est une science exacte, mathématique avec des algorithmes, alors que l'économie, le système économique est une construction humaine
et il a des incertitudes et des variables qui sont liées à la nature humaine, mais qu'on cherche à externaliser ou à écarter. Et tout ça, ça mène à des politiques qu'on justifie par les sciences économiques, mais des sciences qu'on fait passer pour de la pure technique ou de la pure gestion, alors qu'en fait, ça a vraiment des répercussions politiques, et il y a des alternatives effectivement, mais qui n'ont plus leur place sur la scène politique dans le débat public. D'ailleurs, le débat public est devenu un faire-valoir, mais sans conséquence, qui est totalement découplé de la décision et de la mise en récit des politiques. Par exemple, hier, j'ai assisté à une conférence à la Maison des Biens Communs par l'Université des Biens Communs sur le travail, qui disait que maintenant, le gouvernement pouvait avoir des discours qui étaient sur le travail, qui étaient absolument... qui était en gros le combat total de la lutte du capital contre la classe des travailleurs. Mais bon, c'est un peu manichéen comme discours, hein, c'est très simplifié et rapide. Mais en gros, la conclusion, c'était que maintenant le gouvernement pouvait avoir des paroles qui étaient de cet ordre-là, c'est-à-dire de la lutte sociale du capital contre le travailleur, pour simplifier et aller vite, qui aurait été totalement inacceptable il y a 20 ans. Il y a eu un twist qui fait que maintenant tout ça est permis et normal, ça a été normalisé, quoi. Voilà. Bon, pour commencer, il y a différentes formes de violence. Il y a des violences. C'est comme tout ce qui est lutte des classes et invisibilisation de la lutte des classes, etc. Dans la violence, il y a des violences visibles, des violences invisibles, il y a des violences matérielles, des violences humaines. Il y a des violences au présent, au passé et au futur. Voilà, hein, quand on profane les pancartes, enfin les plaques à la mémoire, par exemple, des personnes qui ont été abattues par des terroristes, etc. C'est odieux, c'est des violences envers le passé, envers la mémoire, etc. Mais je veux dire, quand on détruit les écosystèmes, qu'on prend des décisions contre les générations futures, c'est ce qu'on appelle la colonisation du futur. C'est des personnes à l'avenir, on le sait, c'est certain, qui connaîtront des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, si vous voulez, toute action relève quelque part de la violence ou de la non-violence, mais en fait, c'est plus ou moins visible au moment où c'est commis. Voilà, quand il y a des violences matérielles lors de manifestations, etc., bon, c'est vrai qu'on peut se demander quelle est l'idéologie et la finalité des gens qui commettent ces violences, mais on peut tout autant se demander quelle est l'idéologie et la finalité des personnes qui ignorent la cause des manifestants non violents, qu'on a dit non violents dans le cadre de la manifestation. Quelle est la violence de faire parler les gens et puis finalement de dire on va accélérer dans ce qu'on avait décidé avant les discussions, puisqu'en fait, voilà, il n'y a aucun problème. Quelle est la violence d'ignorer les gens et de dénuer de sens leur existence, hein, quand on demande aux gens de travailler, sans réfléchir et de vivre de travailler pour vivre et de vivre pour manger et de manger pour travailler. Je trouve que c'est violent pour les gens. Quand on est humain, on a besoin que les choses ont du sens. C'est aussi ça la définition de la conscience, hein, c'est de mettre en récit ces choses. Et quand on demande ça aux individus, quand les individus en viennent réduits à ça pour juste exister, hein, même pas bâtir une société qui correspond à leur image ou à une existence qui correspond à leurs espérances, hein, mais simplement exister, je trouve que c'est très violent, quoi. Après, il y a des burn-out, il y a des suicides, il y a des gens, enfin on ne le mentionne pas, mais c'est pareil, je pense aussi il y a beaucoup de suicides dans l'armée, dans la police, dans l'agriculture, à différents niveaux. Ça, c'est très invisibilisé. Moi, je trouve que c'est des gens c'est vrai, c'est des gens qui décident de mettre fin à leur jour. Je trouve que c'est une forme de violence. Enfin, pousser des gens au suicide, c'est illégal, c'est criminel. Pour moi, les politiques dénuées de sens et qui poussent les gens à mener une existence dénuée de sens, c'est tout aussi violent. Après, c'est plus difficile à expliquer au niveau médiatique, apporter des preuves, etc. Et le faire valoir, hein, ça fait moins sensationnel, ça fait moins vendeur sur le moment, mais clairement, c'est des violences. Alors après, je condamne toutes les violences qui sont contre les personnes, hein.
Mais les violences matérielles contre des symboles, parce que souvent c'est des violences symboliques, faut se le dire aussi. C'est pas des violences qui sont là pour détruire pour détruire. S'il y avait des violents nihilistes, je pense que ce serait une autre forme de violence qu'on peut très bien imaginer. C'est des violences symboliques qu'il faut toujours condamner, mais dont il ne faut pas utiliser la condamnation pour faire passer sous silence la symbolique et le message politique qu'il y a derrière. Il y a eu beaucoup de... le gouvernement aussi fait beaucoup référence aux manifestations de mai 68 qui ont mené aux droits sociaux, aux acquis sociaux qu'on connaît aujourd'hui, dont on bénéficie. D'accord, mais du coup, il ne parle pas du tout du rôle de la violence dans ces manifestations-là. Alors je suis peut-être pas assez informé pour savoir exactement comment ça s'est passé, mais j'ai pu voir des photos et des témoignages, etc., des vidéos qui montrent que c'était des violences qui ressemblent bien à ça, à ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui ne mènent pas forcément au chaos ou à des choses, à un futur qu'on ne voudrait pas, au contraire. Donc il faut savoir de quelle violence on parle, de la finalité de la violence, etc. La violence, elle est légitime dans le sens où elle procède par effet miroir à une violence économique, symbolique, qui est déjà là, qui est préexistante à la violence populaire. Je pense que si on était dans un cadre démocratique, du pouvoir par le peuple, pour le peuple, il n'y aurait pas ces violences-là. Si on avait des interlocuteurs, s'il y avait des assemblées citoyennes tirées au sort, s'il y avait des représentants de la nation qui représentaient réellement la nation sociologiquement, si par exemple il y avait au moins ne serait-ce un ouvrier à l'Assemblée nationale, on pourrait avoir peut-être les conditions d'un dialogue. Mais pour que ce dialogue-là existe, il faut que les interlocuteurs préexistent. Or, on voit que soit ils disparaissent, soit ils sont invisibilisés. Il n'y a plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Les représentants ne nous représentent plus, représentent des lobbies financiers. De même, les médias, les principaux médias qui ont le plus d'auditeurs ou de spectateurs ou de lecteurs sont contrôlés par les puissances d'argent. Donc ça, c'est la violence symbolique, par exemple. Et ça procède aussi du contrôle de la dialectique du débat, c'est-à-dire que les puissances d'argent contrôlent le langage, dans le sens où, par exemple, un entretien d'embauche, on va nous dire quelles sont vos contraintes familiales, comme si la famille était une contrainte. La famille, c'est pas une contrainte, c'est une obligation, mais il ne faut pas la voir comme une contrainte, ni d'ailleurs le travail. Il faut que ça soit transformé en choses positives, nécessaires à la vie, mais pas une obligation économique. Et je pense qu'en fait, on enlève les outils de dialogue, c'est-à-dire les interlocuteurs et les mots, aux catégories, à la population qui, par ces moyens-là, pourraient s'exprimer. Donc qu'est-ce qui reste à la population ? Bon, il y a des formes instituées, il y a les manifestations entre Nation et Bastille, mais on essaye de faire qui a la plus grosse manifestation, qui a le coup d'éclat le plus important, Ruffin qui essaye de faire ces manifestations qui débordent, mais on voit que ça ne fonctionne pas et que dans beaucoup de rapports de force, ça procède toujours d'une violence, puisqu'elle est déjà là, elle est préexistante et elle n'appartient pas aux classes populaires ou au peuple. C'est juste un effet miroir de la violence qui s'applique déjà à elle. Donc je pense que la population se trouve en situation de légitime défense. Par exemple, il y avait un calcul intéressant, c'était sur les 18 derniers actes, économiquement, l'ensemble des dégradations faites par les manifestations depuis le mois de novembre s'élevait à quelque chose comme 200 millions d'euros. Donc en 18 jours. L'évasion fiscale, par exemple, nous coûte plus de 200 millions d'euros par jour. Donc ça, c'est une violence qui déjà préexiste à nous, qui nous coûte 136 euros par mois et par personne, par Français. En soi, c'est déjà une violence économique. Donc il y a un moment où inévitablement elle se traduit par
par des actes, par des contre-réponses que le dialogue ou les formes instituées ne répondent plus. Et d'autre part, l'histoire française le montre très bien, c'est des moyens d'action qui ont permis certaines avancées. Il n'y a pas eu, aussi bien en France qu'à l'international, je pense à Gandhi, il a fait ces marches qui étaient totalement pacifiques, mais à côté il y avait des violences qui étaient extrêmes. Le mouvement afro-américain, il s'est fait avec Martin Luther King, mais aussi avec Malcolm X, parce qu'il répondait à du racisme qui était déjà là, une violence qui était déjà là. La Révolution française, mai 68, toutes ces révolutions-là ne se sont pas faites dans la douceur. J'ai pas d'exemple de révolution douce ou de révolution tranquille. Je pense que ça procède plus d'un retournement de la dialectique, ça encore, de dire que une révolution peut être calme, sans perte et fracas. À mon avis, ça tient plus d'une espèce de contrôle, une espèce de canalisation de la mobilisation en fait. Le gouvernement aussi parle beaucoup de violence, de complotisme, etc. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait on pourrait lui faire les mêmes reproches et de façon beaucoup plus grave quand il dit que les gilets jaunes sont infiltrés et manipulés par des puissances russes, alors que, quand la violence, la violence c'est assez évident avec toutes les violences policières et maintenant l'armée qu'ils ont invoquée pour la confusion par exemple. Il faut le climat, etc. c'est important, mais derrière les lois ne sont pas votées, on reste dans l'incitatif un peu bisounours, un peu on va faire un concours de la meilleure entreprise, voilà. Et je pense que ce qui relève de la perception de la violence ou non d'une révolution, c'est aussi comment on la met en récit. C'est-à-dire que toute révolution fait des gagnants et des perdants et crée des changements qui... Mais le fait est-ce qu'il y aura des séquelles ou pas à la révolution, c'est comment on la met en récit, je pense, c'est la conscience. Est-ce que psychologiquement on est prêt à accepter... personnellement, moi j'ai pas mal changé depuis que j'ai pris conscience de la crise écologique. Ça relève pas d'une violence, pourtant pour moi c'est un peu une révolution et les gens autour de moi pourraient penser ça aussi. Mais par contre, ce qui est, la révolution numérique ou l'informatisation, tout ça, c'est des révolutions qui ont fait des perdants. Voilà, il y a des gens qui ont perdu leur métier, qui étaient des poinçonneurs, des personnes qui prenaient des notes à la main. Enfin, il y avait beaucoup d'emplois liés à ça qui ont disparu. C'est une violence pour certaines personnes, mais c'était jugé acceptable par la société. Parce qu'il y avait une mise en récit, parce que c'était vers un avenir souhaitable, etc. Maintenant, avec la crise écologique, c'est lui-même face à lui-même. Et on a un avenir sombre, et même si il faudra qu'on fasse beaucoup d'efforts, et on n'est pas sûr d'avoir cet avenir souhaitable de notre vivant. Donc ça, c'est très difficile à accepter. J'ajoute aussi qu'il y a une violence institutionnelle de la part du gouvernement qui refuse et qui détruit tous les contre-pouvoirs, qui sont pourtant des contre-pouvoirs de régulation indispensables à tout fonctionnement normal d'un système. Le refus de faire appel à la Commission nationale du débat public pour le grand débat. Le Sénat maintenant qui est dénigré parce qu'ils ont joué leur rôle prévu dans la Constitution par rapport à l'affaire Benalla. Par rapport à ce que tu disais sur l'évasion fiscale, ils sont passés de 12 à 3 contrôleurs fiscaux, je crois, sur les grandes évasions fiscales, alors que je pense pas que ce soit de l'argent perdu que d'employer des gens qui travaillent à ça. Je parle d'argent public. La privatisation des aéroports, etc. Tout ça, c'est de la réduction de contre-pouvoirs et de l'annihilation de ce qu'est le bien commun et l'État, en fait. Et violence institutionnelle aussi, je dirais, maintenant l'État est gouverné d'une façon start-up, etc. Mais c'est pas... Déjà, même la start-up, je trouve pas que dans le concept ce soit très humain, mais en plus, au niveau étatique, c'est le pire du pire, quoi.